Alors pour parler de l'enjeu lié à la découverte de l'Atlantique, il faut revenir sur un postulat de départ qui est culturel et qui nous concerne à notre époque, à savoir que la diffusion de l'agriculture, de la religion et de l'écriture se serait diffusée à partir du croissant fertile et aurait gagné ensuite l'ouest de l'Occident et de l'Europe. Donc le progrès irait forcément d'est en ouest. Et c'est un Américain, James Henry Breasted, dans un livre paru en 1914, qui a formaté et qui a influencé notre vision encore à l'heure actuelle de l'éclusion et de la diffusion de la civilisation à partir de ce concept de croissant fertile où serait née l'agriculture, euh, les religions et l'écriture. Donc il y a quand même quelques études qui ont été faites qui montrent que des cultivars de blé et d'orge, parmi les plus primitifs, sont effectivement originaires de cette partie-là du monde. Donc maintenant, est-ce que c'était la seule chose que l'on pouvait cultiver à l'époque? Ça, on n'en sait rien, mais apparemment, en ce qui concerne ces céréales, ce serait le cas, certes. Maintenant, est-ce que les premiers agriculteurs ont cultivé ces plantes-là? Est-ce qu'ils ne sont pas passés par d'autres cul- d'autres méthodes d'agriculture, d'autres produits à cultiver? On n'en sait rien. Ça, c'est aussi une question à développer. Et puis, avec le développement de l'agriculture dans ce croissant fertile situé donc au nord de l'Arabie Saoudite, au nord de l'Égypte, au sud de la Turquie c'est ici, et à l'ouest de l'Iran actuel, eh bien, avec le développement de l'agriculture, ils ont rapidement eu des stocks et pour les besoins des échanges, ils ont eu besoin d'inventer, ils auraient inventé l'écriture afin de consigner par écrit la matière et la quantité que les gens s'échangeaient à l'époque. Et donc l'écriture serait née vers 3400 avant Jésus-Christ. Et à Sumer, une écriture cuniforme parce qu'elle est en forme de coin, en forme de clou, comme on peut le voir. Et elle serait la première des écritures occidentales, pour toutes les branches d'écriture européennes. Donc toutes nos formes d'écriture, nos alphabets seraient issus de cette écriture donc sumérienne, qui serait la première au monde et qui serait à l'origine de toutes nos formes actuelles en Occident. Alors on va voir que en ce qui concerne l'Atlantide, ça vient remettre un petit peu en question tout ça. Alors comme on va le voir, donc qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière l'Atlantide au jour d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un petit peu donc le titre de doyenne des civilisations, c'est-à-dire que la plus ancienne des civilisations, même bien avant celle de Sumer, qui aurait soi-disant aujourd'hui encore inventé l'agriculture, l'écriture, etc. Et le croissant fertile du fameux James Breasted, hein, avec cette civilisation qui irait d'est en ouest et jamais dans l'autre sens. En fin de compte, d'après ce que dit Platon, Atlantis, ce serait la toute première des civilisations, et bien avant celle qu'on peut imaginer, elle aurait commencé il y a plus de 11 500 ans, c'est-à-dire en moins 9 500. C'est très très largement, c'est 6000 ans avant les premiers écrits sumériens. Les premiers blés, je ne sais pas à quelle date exactement ils commencent, mais ça va être aux alentours de 5, 6, 7000. C'est les premières villes avec Jéricho, Châtalaïuk en Turquie. C'est dans ces eaux-là, c'est 6-7 000, donc ce serait en 2000, 2000, 2500 ans avant ces villes-là. Donc euh, il y a quand même un intérêt, un enjeu flagrant, c'est le titre de plus vieille civilisation du monde, quoi. On en est là, hein, même avant celle de l'Asie ou des Amériques, sans parler de ça. Donc les Atlantes, d'après Platon, ils inventent l'agriculture. Alors peut-être pas celle du blé et de l'orge, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors laquelle? Je sais pas, des légumes, des fruits. Apparemment, ils avaient tout un tas de produits comestibles particuliers. On le verra, on l'a vu dans les précédents épisodes. Ils ont inventé l'élevage, l'écriture et la religion. L'agriculture, en tout cas, ce qu'ils auraient pu inventer, c'est l'irrigation, puisque d'après ce que dit Platon, les territoires atlantes sont extrêmement bien irrigués. Ce serait pratiqué bien avant celle du croissant fertile. Et Hérodote, lui, il mentionne Tartessos. Comme on a pu le voir, il peut y avoir une analogie entre Tartessos et l'Atlantide, Atlantis, qui seraient deux villes ou deux territoires
qui se superposent, qui seraient identiques, mais à deux périodes différentes, éventuellement. Dont le fameux roi fondateur de Tartessos, Abyss, lui, il aurait inventé l'agriculture 6000 ans auparavant, donc 6000 ans avant l'époque de Platon, c'est-à-dire au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Abyss, il était un ami des Grecs phocéens et de Marseille, et il aurait financé d'ailleurs, je crois, en partie, ou Argantonios, un de ses descendants, aurait financé les murailles de Marseille, tellement il avait d'argent à sa disposition. Dans son extrait, l'histoire de Pompeius Trogus, Justinus parle de deux rois de Tartessos, donc au IIIe siècle. Gorgoris, un des rois de Tartessos, et il parle aussi d'Abysse. Alors Gorgoris aurait appris l'apiculture à son peuple, donc c'est-à-dire euh, l'élevage des abeilles pour en tirer du miel. Donc voilà, est-ce que c'est considéré comme l'agriculture? Et puis Abysse qui leur enseigna l'agriculture et l'élevage. Donc là, c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi pas, ça reste à prouver. Comme dans Platon, les rois de Tartessos inventent l'agriculture et l'élevage, donc il confirme en fin de compte, cet écrivain confirme ce que dit Platon quelques siècles auparavant. Donc les dieux, pour Platon, seraient nés aussi en Atlantide, donc ils auraient inventé l'agriculture, la religion, elle aurait été donc créée bien avant l'Ancien Testament qui date du deuxième ou troisième millénaire seulement. La plus ancienne écriture, elle aurait aussi été inventée donc chez les Atlantes, bien avant celle des Sumériens, qui date de moins 3400, et ou que les Phéniciens ou les Chinois, puisque leur histoire, elle, se serait écrite plus de 3000 ans avant les premiers écrits reconnus. Donc, euh, ça en fait la doyenne. Alors je vous ai mis à droite, vous voyez un alphabet syllabique tartessien, vous voyez, hein, donc qui existe. Donc c'était l'alphabet qui était en vigueur dans le sud-ouest de l'Andalousie. Et puis des inscriptions qui sont faites sur du plomb, gravé avec une pointe, et qui reprennent cet alphabet, qui écrivent des textes qu'on arrive plus ou moins à déchiffrer, euh, en tout ou partie en tout cas, on sait de quoi ils parlent, c'est souvent des contrats d'échanges commerciaux. Donc, vous voyez qu'eux aussi ont inventé le commerce. Et ceci, c'est l'inscription ibérique de Botorita, donc, qui est très connue, sur des plaques de bronze du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà un petit peu l'enjeu lié à l'Atlantide, les enjeux qu'il y a derrière, en fin de compte, les historiens. Donc vous voyez, une civilisation qui va d'est en ouest ou d'ouest en est. Quels sont ceux qui auraient inventé les premiers? L'agriculture, l'élevage, l'écriture, le commerce, même qui va derrière, la religion qui va avec pour maîtriser les populations, c'est ça, entre autres, en plus de racheter les âmes et le reste, et les mœurs. Donc voilà un petit peu les enjeux qu'il y a derrière cette civilisation. Alors, en matière de thèse, pourquoi les Grecs seraient-ils en guerre contre le reste du monde? C'est parce qu'en fin de compte, depuis un certain documentaire français d'ailleurs, du commandant Cousteau, qui est très célèbre dans le monde et qui est un peu moins parce que le pauvre est décédé, paix à son âme, et qui a été un grand explorateur, qui a fait beaucoup de documentaires, que je regardais d'ailleurs à l'époque, certains existent encore. Eh bien, il a fait un documentaire en Crète qui a été repris par beaucoup d'autres depuis et qui a développé une certaine tradition un peu savante dans les années 60 à 70, un peu avant, un peu après. Comme quoi, en fin de compte, l'Atlantide se situerait en Grèce ou en Crète ou dans les îles en fin de compte de la mer Égée. Et cette théorie en fin de compte a perduré, s'est développée. Et en fin de compte, elle existerait encore aujourd'hui, elle est extrêmement présente. Et les Grecs ont surfé dessus, se sont appuyés dessus pour, euh, pour, en fin de compte développer tout un tas une espèce d'hégémonie en fin de compte intellectuelle sur la localisation de l'Atlantide, c'est ce qui se déroulerait en Grèce, étant donné que comme dans l'Atlantide, les Atlantes ont été en guerre contre les Grecs, c'est soit les Grecs qui ont été là-bas, soit les Atlantes qui sont venus en Grèce. Hmm. Ou alors, à moins qu'ils soient battus en plein milieu de la Méditerranée, mais bon, sur le continent, mais bon.
En tout cas, il n'y a pas 50 000 possibilités. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des liens évidents entre les travaux du héros grec Héraclès et de l'Atlantide, qui renforcent cette idée. On y reviendra plus tard. Et puis, depuis, la plupart des savants grecs, ou ceux qui sont, ou même des savants étrangers qui sont assez proches de la Grèce et qui sont hellénophiles, moi-même je dois dire que je suis assez partisan des Grecs, j'apprécie beaucoup pour leur culture, qui ont beaucoup apporté à la culture occidentale. Eh bien, ces hellénophiles veillent jalousement à la théorie d'Atlantis sur l'île de Terra, euh, éventuellement, donc qui aurait explosé aux alentours du deuxième, dans la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et il y a d'autres théories qui parlent d'autres localisations autour de la Grèce, autour de la Crète, donc ça se développe et ça vit. Il y a un véritable lobby des Grecs sur la théorie de l'Atlantide. Bon, depuis, on sait que les Crétois ne sont pas des Grecs, mais sont plutôt des Européens qui viennent de l'Occident lointain, donc qui seraient plutôt de l'extrême Occident, donc qui viendraient plutôt de vers chez nous. Il y a par des analyses qui ont été faites, des analyses génétiques, hein, voilà. Donc voilà un petit peu le lobby grec tel qu'il existe au jour d'aujourd'hui. Alors, au niveau des localisations, il y a un petit peu de tout, évidemment, puisque comme on a pu le voir, comme les enjeux sont très importants, bien évidemment, tout le monde a intérêt à ce que l'Atlantide soit localisée là où on habite. Donc, on peut en trouver pratiquement partout. Donc, de l'Arctique à l'Antarctique, de, de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par l'Amérique du Nord, l'Asie, les pays scandinaves, le milieu de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Enfin bon, tout est possible. Il y a en tout sur le site d'Atlantipédia, on peut recenser 745 théories de localisation, donc vous voyez, il y a de quoi faire. La majorité, elle est facilement rejetée parce qu'elle s'appuie sur des arguments qui sont partiels, fallacieux, farfelus, c'est-à-dire qu'on se focalise juste sur un argument et puis on évacue tous les autres, ce qui est un peu facile. Dans tous les cas, depuis, les scientifiques et les principaux chercheurs de 15 pays se sont réunis en Grèce, à Milos en 2005, puis Athènes en 2008 et Santorin au nord de la Crète, à Terra, en 2010, et ils ont élaboré 24 critères. Donc vous voyez que déjà les lieux des réunions, ils se situent du côté de la Grèce, donc le lobby dont je vous parlais, il est clairement affiché dans ces réunions. Et ils ont élaboré, en tout cas ces scientifiques qui se sont réunis de ces 15 pays qui se sont réunis dans ces trois villes en 2005, 2008, 2010. Ils ont élaboré 24 critères qu'il faudrait remplir pour pouvoir postuler à une localisation sérieuse à Atlantis. Donc les critères, ils sont aussi soumis à parfois des compromis entre les différents scientifiques. Et ça se sent parce qu'ils sont parfois difficilement interprétables, ils sont flous, ils sont même parfois redondants, parce qu'ils sont plusieurs fois dans le texte, donc voilà. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Alors bon, ils sont critiquables, mais on peut s'appuyer dessus pour faire pour en même temps trier un petit peu les différentes théories de localisation. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, les critères de localisation, il y en a 24, donc comme je vous le disais, on peut les passer rapidement en revue, ceux qui ont été définis par les différentes réunions de scientifiques qui sont déroulées en Grèce. Donc, bon, pour le premier, la métropole Atlante, elle ne devrait pas être localisée uniquement là où il existait une île, et où des parties de cette île peuvent encore exister. Ça me paraît un peu évident. Elle aurait dû avoir une géomorphologie spécifique, composée d'anneaux concentriques alternés de terre et d'eau, c'est ce qui est marqué dans le texte de Platon. Elle devrait se trouver surtout au-delà des colonnes d'Hercule. Voilà, alors le au-delà, il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est en face? Est-ce que c'est juste après? Est-ce que c'est au loin? Voilà, là c'est de la sémantique grecque, mais on peut considérer que c'est juste après. C'est en tout cas juste après et en face des colonnes d'Hercule. La métropole, elle était plus grande que la Libye de l'époque, l'Anatolie, le Moyen-Orient et le Sinaï réunis. Donc ça c'est important, hein. Donc, l'Atlantide doit avoir abrité une population instruite avec des qualifications en métallurgie et en navigation, l'importance de la métallurgie
et la navigation. Elle était accessible d'Athènes par la mer. Donc déjà là, on voit qu'il y a un parti pris, puisqu'apparemment, ce serait Athènes qui serait allé se battre avec les Atlantes et pas l'opposé. C'est toujours le fameux d'est en ouest, hein. Le progrès va d'est en ouest. Et à l'époque, l'Atlantide devrait avoir été en guerre avec Athènes. D'ailleurs, ça vient juste après. Vous voyez, voyez. Et donc, la métropole d'Athènes doit avoir subi à l'époque une destruction physique dévastatrice sans précédent. C'est ce qui a été, comme je vous l'avais dit dans une précédente diapositive, trouvé par un professeur grec. La métropole atlante devrait être entièrement ou en partie sous les eaux. Oui, en tout cas sous le niveau de l'eau, j'imagine, oui, sûrement, en tout cas au niveau de l'eau de l'époque. La métropole atlante a été détruite 9000 années égyptiennes avant le 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, effectivement, qu'était une année égyptienne? Est-ce qu'elle ressemblait à la nôtre? Est-ce que c'était une année solaire ou lunaire? Le port de la métropole atlante était à 50 stades, soit en 7,5 km en stade égyptien, ou 10 km en stade athénien donc de la ville. Donc il devait y avoir entre la côte maritime et la ville, l'entrée de la ville, donc entre 7,5 km et 10 km suivant le stade qu'on utilise. L'Atlantide a eu une densité de population élevée, assez pour entretenir une très grande armée, 10 000 chars, 1200 bateaux, bon, sûrement. Là, je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir prouver qu'il y avait une densité de population élevée, mais en tout cas, il y a des éléments qui peuvent démontrer que certains endroits sont quand même plus peuplés que d'autres à certaines époques. La religion atlante comportait le sacrifice de taureaux. Ça, c'est important, c'était un mœurs. C'est des mœurs. La destruction de l'Atlantide a été accompagnée d'un tremblement de terre, sûrement pour qu'il y ait un tsunami en général. C'est un peu intimement lié. Après la destruction de l'Atlantide, le passage des bateaux a été rendu impossible. Euh, donc ça, c'est un élément à creuser. Les éléphants étaient présents en Atlantide. Alors ça, c'est pas banal. Donc c'est un endroit où il y avait des éléphants. On sait qu'aujourd'hui, des éléphants, où est-ce qu'il y en a? Il y en a essentiellement en Asie, un petit peu, et il y en a aussi en Afrique, quelques-uns. Ils sont pas du tout les mêmes, et en dehors de ces deux endroits, c'est tout ce qu'on se rappelle. Et le dernier élément dont on peut se rappeler d'éléphants en Europe, c'est lorsqu'Hannibal est venu d'Afrique, d'Afrique du Nord, et qu'il a traversé la Méditerranée, qu'il a remonté, qu'il a été jusqu'aux portes de Rome. Mais je pense que c'était sûrement des éléphants africains. Aucun processus physiquement ou géologiquement impossible n'est en cause dans la destruction de l'Atlantide. Oui, donc là c'est un peu l'argument 17, c'est on cherche une preuve, une absence de preuve qui en deviendrait une. C'est un peu un contre-argument scientifique, mais bon, pourquoi pas. Des sources chaudes et froides avec dépôts de minerais étaient présentes en Atlantide. Donc ça, on le verra, c'est un élément important. La métropole atlante était située sur une plaine côtière de 2000 par 3000 stades, entourée par des montagnes tombant dans la mer. On l'a déjà vu dans le profil qu'on avait établi, le portrait de robot. L'Atlantide commandait d'autres États pendant la période. Oui, certes, c'était sûrement un empire qui devait s'étendre avec une zone d'influence, ils étaient aussi puissants que ça. Les vents en Atlantide venaient du nord, donc c'est seulement dans l'hémisphère nord que ça peut se situer, donc déjà ça fait tomber toutes les Atlantides qui seraient dans l'hémisphère sud. Je suis désolé. Et il y avait des canaux pour l'irrigation en Atlantide, donc apparemment c'était quelque chose qui était extrêmement fréquent, et on verra qu'il doit y en avoir quelques-uns. Donc chaque cinquième et sixième année, les Atlantes sacrifiaient des taureaux, donc c'est le, le critère 24 reprend en fin de compte le 13, puisque la religion atlante comportait le sacrifice de taureaux, et ils le faisaient toutes les cinquième et sixième années, donc ça ils auraient pu regrouper un peu les choses. Mais voilà, donc un culte du taureau et de sacrifice de taureau important. Voilà les 24 critères de la localisation des scientifiques, de ceux qui sont les plus calés sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les principales hypothèses imparfaites on peut commencer par déjà éliminer toutes celles qui correspondent à l'hémisphère sud, puisque si les vents dominants venaient du nord, ça ne peut être que dans l'hémisphère nord. Et ensuite, je vous ai fait un petit florilège des principales hypothèses qui ont des critères qui sont totalement imparfaits.
On peut commencer par celle qui se trouve à l'est des colonnes d'Hercule. Donc, si Platon décrit et place les Atlantes du côté de l'océan Atlantique, du fait qu'il indique que les Atlantes sont juste après les colonnes d'Hercule. Si Platon, vivant en Grèce, dit que c'est juste après les colonnes d'Hercule, on peut imaginer que c'est du côté de l'Atlantique, comme le nom des Atlantes l'indique. Donc toutes les théories sur la Sardaigne, la Sicile, Malte, la Crète, Chypre, euh, on voit mal comment, en plus par rapport à la taille de ces îles, comment elles pourraient être l'Atlantide. Ensuite, vous avez toutes les hypothèses qui sont de l'autre côté des colonnes d'Hercule, qui sont les Canaries, les Açores, ou bien même Bimini du côté de la Floride. Alors Bimini, la plus lointaine, on a trouvé juste une chaussée avec des éléments un petit peu cyclopéens, donc des gros blocs de pierre qui seraient agencés, soi-disant pour faire une chaussée. Je crois que depuis, il a été démontré que c'était des agencements qui étaient d'origine géologique, donc c'est un hasard, mais ça peut arriver. Dans tous les cas, on n'a pas retrouvé de cité, il y a rien qui puisse indiquer autre chose que cette chaussée, la chaussée de Bimini. Et surtout pas une plaine, des mœurs, des montagnes au nord qui protègent des vents du nord, etc. Pour les Açores et les Canaries, c'est un petit peu plus délicat dans la mesure où elles sont un peu plus proches des continents africains et européens, puisque Platon dit que l'Atlantide était extrêmement proche du continent, mais quand il le dit, c'est comme s'il avait dit que les îles étaient juste à côté, c'était juste toucher quasiment le continent. Donc ces îles sont quand même en sont encore très éloignées, elles n'ont pas la superficie nécessaire, et elles comportent en revanche des éléments mégalithiques qui pourraient dire qu'elles ont fait partie en tout cas de l'Empire Atlante, mais en aucun cas ça ne peut, c'est impossible que ce soit là de par leur localisation, leur superficie, les métaux qu'elles comportent, etc. Et puis il y a toujours des hypothèses un petit peu plus hétérodoxes, encore plus hétérodoxes. Donc vous avez l'île des Ligoland et puis le Doggerbank qui a aussi ses adeptes. Donc, qui défendent en fin de compte les origines scandinaves et germaniques des Atlantes. Bon, là, je vous laisse apprécier. Mais vous voyez que par rapport à... Platon n'a pas dit que l'Atlantide était au nord des colonnes d'Hercule, même si ça pourrait être le cas. En tout cas, il a dit que c'était juste après les colonnes d'Hercule. Donc, si on trouve les colonnes d'Hercule, l'Atlantide est juste à côté. Et l'île qui doit être situé là, doit être extrêmement proche du continent. Donc voilà, donc en ce qui concerne Heligoland, c'est pas tout à fait le cas. Elle est très éloignée des colonnes d'Hercule, même s'il est au nord. En tout cas, elle n'est pas juste après, quoi. Elle est plein nord. Pour aller un petit peu plus dans le détail d'une critique des hypothèses imparfaites, on peut détailler tout d'abord la principale, celle qu'on connaît depuis les années 1970, avec le documentaire du commandant Cousteau, qui a été reprise maintes fois à la télé, dans ces époques-là, surtout en tout cas, moins depuis. C'est l'île de Santorin, qui autrefois s'appelait Terra, qui était une île euh, crétoise. Et donc, dans ces années 70, cette hypothèse a été soutenue majoritairement par les Grecs, les scientifiques grecs, et elle est dans un contexte d'expansion du tourisme de masse dans les Cyclades, dans les îles, donc des îles grecques, en fin de compte, de la mer Égée. Et on voit bien que ça arrange tout le monde à cette époque-là, qu'on mette l'Atlantide et une Atlantide possible à ce niveau-là, et que le discours de Platon serait en fin de compte une allégorie de la Crète, et on balaye d'un revers de manche tous les critères de distance, de superficie de l'Atlantide et autres, pour ne retenir qu'une chose, c'est que cette île de Santorin a fait l'objet d'un cataclysme d'origine volcanique très important dans la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et surtout d'un tsunami qui a été dévastateur, et qui pour cette civilisation a dû sûrement entraîner son déclin dans la foulée.
Bon, depuis, on n'a pas trop relevé cette théorie dans la mesure où on voit bien qu'elle comporte quand même des inconvénients très importants, qu'elle ne correspond pas à tous les critères. Et puis surtout, depuis que la génétique existe, on a fait des études et il se trouve que ces Charminoens qui habitaient l'île de Crète à cette époque-là, bah, ils seraient plus proches en fin de compte des populations d'extrême Occident, donc seraient plus des, ils seraient plus proches des Atlantes de l'Atlantique, en fin de compte, que des Atlantes grecques. Et donc, ça vient un petit peu contredire cette thèse, quoi. Donc, ils viendraient un petit peu de l'Ouest, ils auraient été vers l'Est. Donc, vous voyez que par rapport à la thèse du croissant fertile qui met la progression du progrès de l'humanité d'Est vers l'Ouest, ça n'a pas toujours été le cas. Les êtres humains ne réagissent pas qu'en fonction que d'un seul sens. Ils vont dans tous les sens, hein, c'est le propre de l'être humain. Donc voilà, l'être humain est varié. Alors on peut aussi faire le lien entre les Crétois qui avaient le fameux culte du taureau qu'on retrouve euh, sur les murs de Knossos, hein, voilà. Pour aller plus loin, pour aller dans la foulée, ça nous fait le lien avec les îles de Chypre, de Crète, donc évidemment de Malte, de Sicile et de Sardaigne, qui sont toujours des îles qui sont un petit peu plus, alors à part Crète, à part la Crète, qui sont un petit peu plus à l'ouest, mais qui sont toujours de dimension insuffisante, qui n'ont pas de montagnes au nord ou au sud qui les entourent et qui les protègent des vents du nord dominants, et surtout qui ne sont pas juste après les colonnes d'Hercule quand on est un grec, qui sont juste avant, qui sont bien avant les colonnes d'Hercule. Donc en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont peut-être dû faire partie de l'influence atlante, qui était un peuple de marins, hein, et qui a peut-être dû coloniser ou influencer une partie de ces îles, en tout ou partie. Voilà, on aurait pu parler aussi de la Corse, hein, pareil, puisqu'on retrouve les Chardanes, on retrouve des statues sur les pierres de Filitosa et d'autres alignements mégalithiques. On retrouve on retrouve des menhirs en fin de compte avec une espèce de protection de soldats tels qu'elles figurent sur le temple de Médine Netabou et qui correspondent aux peuplades de Chardane. Et ce qui a donné le nom aussi de la Sardaigne, j'imagine, et qui aurait pu être des populations, des peuples de la mer, qui pourraient être, elles aussi, associées peut-être aux Atlantes, qui sait, enfin, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est pas le thème de cette présentation, mais en tout cas, voilà. Et puis, surtout, dans ces îles, il y a beaucoup de textes qui font état, notamment pour la Sardaigne, de la fuite de Norax, qui aurait été un Tartessien, donc un Atlante tardif qui serait arrivé en Sardaigne après une défaite, et qui aurait créé la fameuse civilisation des Nuragiques, la civilisation qui a bâti ces nurags en Sardaigne, vous voyez, avec des constructions circulaires, plus ou moins concentriques, avec un culte de l'eau apparemment, puisque ça, il y a des constructions avec des espèces d'escaliers qui descendent dans des espèces de puits. Donc voilà. Ou bien des textes aussi qui font mention de l'arrivée des Sicanes en Sicile, qui aurait pu être aussi un des peuples de la mer. Il y a aussi sur l'île de Malte, il y a parmi les plus anciens vestiges mégalithiques européens, qui sont même plus anciens que Stonehenge, et qui est toujours elle aussi soumise à la même problématique de localisation géographique, donc à l'est des colonnes d'Hercule. En termes de taille, il n'y a pas de plaine qui fasse 3000 stades, hein, donc il n'y en a pas. Il y a pas de présence très abondante de métaux. Il n'y a pas de plaine oblongue entourée de montagnes. Enfin voilà, donc c'est relativement difficile. Et puis on va aborder les dernières hypothèses imparfaites. Les Canaries, les Açores, les Bimini et l'Igoland. Alors l'île de Bimini, c'est plus facile parce que c'est une chaussée qui existe, une chaussée de pierres qui ont l'air un petit peu cyclopéennes, un petit peu importantes. Et les tenants de cette hypothèse disent que ça a été fait par des êtres humains agencée, elle est sous l'eau, donc on ne peut y accéder qu'avec un matériel amphibie, et donc en revanche, depuis, je crois que ça a été démontré que c'est en fin de compte quelque chose de tout à fait géologique,
qui est lié au hasard, voilà, c'est la Terre, les mouvements de la Terre qui par moment, je crois, constituent ce genre de phénomène et font ce genre de chaussée sur quelques dizaines ou centaines de mètres. Mais sinon, on n'a pas retrouvé de ville, on n'a pas retrouvé de montagne autour, il n'y a pas de plaine de plusieurs centaines de kilomètres qui auraient pu être fertiles à cet endroit-là. Et encore moins de culte du taureau aux États-Unis ou en Amérique à cette époque. Enfin bon, même s'il y a pu y avoir des bisons, c'est c'est- c'est tout ce qu'on a retrouvé, mais pas ce genre de choses. L'île d'Heligoland, on en a déjà parlé, c'est la même chose un petit peu, hein, c'est-à-dire que bon, c'est très au nord, c'est pas juste après les colonnes d'Hercule, ça en est vraiment très très loin de plusieurs milliers de kilomètres, et puis c'est vraiment très au nord, et même s'il y a le Doggerbank qui a été submergé lors de la fin de la dernière glaciation, avec la remontée des eaux, qui pourrait constituer une forme de cataclysme, ça s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années, et presque je crois plus, au minimum une centaine en tout cas, et si c'est pas des milliers, et pour certains endroits, et dans tous les cas, ça n'a pas. Platon, quand il parle du cataclysme, le cataclysme est intervenu en un jour et une nuit, je crois, ou 2 jours et une nuit. Enfin, c'est extrêmement rapide, hein, et ce n'est pas comme sur cette île d'Heligoland. Quant aux îles des Canaries et des Açores, c'est un petit peu plus délicat, puisque bon, il y a des constructions mégalithiques qui peuvent attester d'une présence donc de populations très anciennes, voire des pyramides dans les îles des Canaries, qui attestent de pratiques liées à l'agriculture. Il y a aussi donc des textes qui associeraient éventuellement le peuple Guanche à un cataclysme dont ils auraient le souvenir et pour lequel ils auraient gardé une grande nostalgie, qui aurait fait énormément de dégâts donc, dans leur population, et les Canaries donc auraient pu être un des royaumes atlantes, pour être, en tout cas aurait pu faire partie éventuellement, comme peut-être même les Canaries d'ailleurs, ou avec Madère aussi, d'une influence atlante dans ces îles-là, mais qui reste au jour d'aujourd'hui en termes d'arguments trop petites, trop isolées, sans plaine aux dimensions adéquates, sans chaîne de montagnes, même s'il y a des montagnes, mais qui seraient disposées de la bonne façon pour les protéger des vents du nord. Et en tout cas, elles sont beaucoup trop éloignées des colonnes d'Hercule. Elles ne sont pas juste après, et donc ce qui les écarte de candidates éventuelles à, à l'Atlantide en fin de compte. Même si pour les îles des Canaries des Açores, ça pu éventuellement, ça n'est pas démontré, mais c'est difficile à démontrer, mais ça aurait pu être des villes d'influence, des îles d'influence influencées par les Atlantes. Et puis surtout, il y a un culte du taureau qui est absent, qui n'est pas démontré, qu'on n'a pas retrouvé dans ces îles-là. Alors, l'hypothèse oubliée, c'est pas vraiment une hypothèse oubliée, c'est une hypothèse qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui a déjà été portée par plusieurs chercheurs au début du XXe siècle. Et cette hypothèse, ce serait en fin de compte, l'Atlantis se situerait en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, pas très loin du détroit de Gibraltar, en fin de compte, juste après Cadix. Et Cadix, ça c'est l'Espagne, vous voyez, donc ça c'est la carte du sud de l'Espagne. Cadix, autrefois s'appelait Gadir, donc Cadix est là, voilà. Donc cette hypothèse, elle a été remise au goût du jour depuis les années 2000, ça fait une vingtaine d'années. Elle est reprise par différents chercheurs, qui sont des chercheurs, des professeurs, souvent d'université. Il y a peu d'amateurs. C'est essentiellement des professeurs d'université, des archéologues. Donc ces chercheurs sont Wicold, le professeur évidemment Georges Diaz Montechano Sanchez, dont on va parler pas mal dans cette présentation, Kuhn, Ebke, Schilling, le professeur Freund, Nichols, McRae. Donc vous voyez que ce ne sont quand même pas des chercheurs c'est pas des chercheurs de trésors, ce sont en général des gens sérieux, et je pense qu'on peut leur faire confiance. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble sur
cette hypothèse, voir comment on peut la remettre au goût du jour et comment on peut la développer. C'est ce qu'a fait depuis 2003 le professeur George Diaz Montechano Sanchez, qui a dirigé une expédition et qui a déclaré qu'il avait rapporté les preuves, les résultats qu'il a pu obtenir à l'UNESCO. Depuis, sur cette base-là, il a travaillé aussi avec le professeur Richard Freund, qui a fait le documentaire de la chaîne National Geographic à la recherche d'Atlantis, qui est paru en 2011, que je vous conseille de regarder. Et avec une équipe d'archéologues professionnels, ils ont clairement pu mettre en évidence qu'on pouvait associer Tartessos à Atlantis, qu'il y avait des liens certains entre ces deux noms de villes, en fin de compte. Et le professeur Richard Fond, à partir d'images satellites, a pu trouver une structure rectangulaire qui serait identique apparemment aux dimensions du temple de Poséidon dans la ville d'Atlantis. Et ils ont aussi dans la région, comme d'ailleurs l'a fait le professeur George Diaz Sanchez, comme il continue à le faire, ils ont trouvé énormément de pierres gravées avec les fameux trois cercles concentriques symbolisant la ville d'Atlantis. Donc, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, l'Andalousie est en face Cadix. On n'a pas la configuration tout à fait identique à ce qu'elle peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, ce lac qui existait à l'époque n'existe plus. Il est quasiment comblé. Il est fait de cultures, de marais. Voilà. Mais autrefois, il y avait un immense marais qui allait jusqu'à la ville de Séville et qui rendait navigable le Guadalquivir jusqu'à quasiment Cordoue, puisqu'on pouvait remonter cette ville dans l'Antiquité jusqu'à la ville de Cordoue. Voilà, on retrouve sur cette côte les différentes colonies qui ont pu être créées par les Phéniciens, hein, et puis aussi par les Grecs en bleu. Donc les Phéniciens, les carrés rouges, et en bleu, les ronds bleus, les Grecs. Donc voilà un petit peu pour cette thèse que nous allons essayer de développer par la suite. Alors d'où vient cette thèse de Tartessos qui serait l'héritière d'Atlantis? Comment est-elle un petit peu née? Il faut remonter dans les années, au tout début du XXe siècle. C'est Georges Bonsor, en 1891, qui fouille la nécropole et l'amphithéâtre antique de Carmona, qui est en Andalousie, qui n'est pas très très loin en fin de compte de Séville. Et il va découvrir aussi beaucoup d'autres sites. Et il va participer, Georges Bonsor, avec l'archéologue allemand Adolf Schulten. Il va participer de 1923 à 1925 à des fouilles qui sont autour de Doñana, qui sont des marais, en fin de compte, des zones plus ou moins lacustres, des zones, comme on dit, des zones humides, où il y a énormément une population, des animaux, une faune qui est endémique pour certains. C'est là que d'ailleurs on trouve les derniers lynx, je crois, des lynx d'Europe, parmi les derniers dans ces marais de Doñana. Ça se situe au nord de Cadix, mais il n'a pas eu vraiment, il n'a pas eu vraiment de résultats dans ces fouilles. Les fouilles d'Adolf Schulten en Espagne, elles sont financées par le Kaiser Guillaume II. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Bonsor et Schulten, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont rechercher la Tartessos antique. Entre Sanlúcar de Barrameda, qui est vraiment à l'embouchure du Guadalquivir à l'heure actuelle, et Rota, qui est le long du trait de côte, un peu plus au sud, actuellement. Alors, les habitants, ils ont été expulsés pour étendre la ville de Cadix sur l'île de Cotinusa. L'île de Cotinusa, c'est la partie sud de l'île de Cadix actuelle. Donc, qui, à l'époque, Cadix était scindée en deux îles. Il y avait deux îles, celle du nord qui était vraiment Cadix ou Gadir, et l'île du sud qui était Cotinusa. Ils vont défendre la présence, ces deux chercheurs, ils vont défendre la présence d'une civilisation de Tartessos en Andalousie, qui va être reprise plus tard en 1925 par l'historien E.R. Hennig.
Mais le problème, c'est qu'en 1925, la thèse ne se développe pas plus que cela, et 10 ans plus tard, on est en 1935. Vous connaissez aussi bien que moi la période. La période est un petit peu trouble, avec la guerre d'Espagne en 1936, le Front populaire en France, 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la thèse va tomber un peu dans l'oubli, avec aussi l'arrivée de la dictature et du franquisme espagnol, qui va être soutenu par les nazis allemands, dans la guerre civile espagnole, et qui va ravager le pays. Les thèses donc archéologiques des nazis, eh bien, elles vont finir de ternir ce scénario allemand, hein, parce qu'évidemment, toutes les aides qui vont être apportées au niveau archéologique vont discréditer un petit peu tous ceux qui sont partie prenante de cette thèse, puisqu'on a vu que les thèses étaient financées par le Kaiser Guillaume II. Donc, quand on sait que Hitler a pris la suite du Kaiser Guillaume II, on peut imaginer que ça n'a pas aidé à ce que cette thèse soit mise en avant. Et donc ça n'a pas incité à la relever. Et puis le franquisme derrière, qui lui a voulu gommer, et éradiquer, lisser toute forme de régionalisme, de particularisme quelconque. Donc il a mis une chape de plomb sur tout ça, et c'était loin d'être sa priorité, que de développer la culture, l'histoire, ou le particularisme régional de telle ou telle région d'Espagne. Euh, Début des années 80, après la mort de Franco, la mode revient donc, comme on l'a déjà dit, à la théorie de l'île Santorin, de l'île de Terra antique, en mer Égée, le développement du tourisme, le documentaire du commandant Cousteau, qui va être aidé, il va s'appuyer en tout cas sur le lobby grec, des scientifiques et des historiens et archéologues, qui étaient très puissants à l'époque. Et puis il y a le développement de ce tourisme florissant qui va aussi aider, avec la mise en valeur de tout un tas de ruines, qu'elles soient crétoises, minoennes, sur l'île de Santorin, avec la découverte de la ville d'Akrotiri, etc. Donc voilà. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que depuis la mondialisation économique et tous les enjeux qu'on a pu déjà évoquer avec l'Atlantide, la mondialisation économique n'a fait que de disséminer les diverses théories, puisqu'aujourd'hui on en retrouve partout dans le monde entier, ce qui est peu probable, puisque l'Atlantide a quand même des conditions bien particulières de localisation et de critères de définition. Donc les théories, depuis la mondialisation, ont fusé dans tous les sens, sur tous les continents, dans toutes les directions. Donc ça correspond, ça correspond un petit peu à l'ère du temps. Mais voilà les origines de la thèse de Tartessos et d'Atlantis en Andalousie. Donc ce sont ces gens-là, Georges Bonsor et Adolphe Schulten. Alors en plus, Schulten, il n'a pas un prénom qu'il valorise, hein, surtout dans les années 40. Donc pour relever, pour promouvoir cette thèse, ça va être très, très, très difficile dans ces années-là et après la guerre de dire qu'on aimerait bien revoir, étudier la thèse qui a pu être énoncée par quelqu'un dont le prénom était Adolphe. Bon, ce qui peut se comprendre par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, il est peut-être temps de passer outre et de voir de façon un petit peu précise en quoi tout ça, ça consiste. Alors, Tartessos serait, en fin de compte, et dans les écrits notamment, un petit peu l'Atlantide des Phéniciens, du moins la- l'héritière de l'Atlantis pour les Phéniciens. Et elle serait donc, pour les Grecs, la ville d'Atlas, et ça correspondrait à Tartessos, le nom qui a été donné par les Phéniciens à la ville de Carpia, c'est la ville des Ibères, en fin de compte. Donc, Pausanias, qui est un auteur grec, qui est un géographe du IIe siècle, a écrit, ils disent que Tartessos est un fleuve en terre ibérique qui se jette dans la mer par deux bouches et qu'entre ces deux bouches se trouve une ville du même nom. Le fleuve, qui est le plus grand d'Ibérie et connaît la marée, est appelé plus récemment Bétis, et que certains pensent que Tartessos fut l'ancien nom de Carpia, une ville des Ibères. Voilà. Voilà ce qui est dit par Pausanias au IIe siècle.
qui est un géographe bien connu. Donc les deux fleuves, en fin de compte, eh bien, vous avez le Guadalquivir qui est ici, et au sud, ici à cet endroit-là, en face, juste en face Gadir, vous avez le Guadalete, qui est un autre fleuve en fin de compte, deuxième fleuve qui se jette ici. Et entre les deux, ici, vous avez autrefois cette petite partie-là qui est au nord de Cadix, c'était une île. C'est une île avec énormément de canaux d'irrigation et autres, donc c'est ce qu'on va voir. Et il faut savoir donc que cette province qui a été romane pendant un temps, lorsque les Romains l'ont conquise dans l'Antiquité, comme il dit que ça s'appelait le Bétis, le Baetis. Le Bétis, c'est le. D'ailleurs, on parle dans les clubs de foot du Bétis de Séville, le nom a été repris. Le Bétis, c'était le nom du fleuve du Guadalquivir. Le Guadalquivir, c'est le nom moderne qui existe en fin de compte depuis l'arrivée des musulmans en Espagne, depuis l'Hégire et la conquête de l'Espagne en partie au Moyen Âge, puisqu'autrefois, sous les Romains, donc le Guadalquivir s'appelait le Betis, et donc avant le Betis, c'est bien comme le dit Pausanias, ça devait s'appeler sûrement ce fleuve s'appelait Tartessos. Il y a une grande tradition autrefois d'appeler les noms des villes principales du nom du fleuve, ou de donner le nom du fleuve par rapport à la ville, hein, c'est peut-être l'inverse, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une forte corrélation des noms de fleuves et des noms de villes dans certaines régions, notamment les régions du sud de l'Europe. Voilà. Donc voilà un petit peu d'où vient l'origine. Donc ce seraient les Phéniciens qui auraient créé des comptoirs. Vous voyez, on voit les comptoirs phéniciens en jaune. Et eux, plutôt qu'à l'époque où ils sont arrivés, donc puisqu'ils seraient arrivés aux alentours du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, eh bien, la ville de Carpia des Ibères se serait appelée, il l'aurait rebaptisée Tartessos. Euh, donc, et donc par la suite, bien, elle aurait dû, elle se serait, enfin, on l'aurait sûrement perdue. Mais c'est là que eux auraient sûrement fait, ou en tout cas auraient construit une colonie du nom de Tartessos qui aurait été non loin ou à côté de l'ancienne ville de Carpia, qui était bien connue des Ibères. Alors, en ce qui concerne les autres auteurs sur Tartessos, quelle est toujours dans l'origine de cette ville? Pourquoi, en quoi il y aurait une similitude entre Tartessos et l'Atlantide? Alors, il y en a beaucoup qui en parlent. Il y a Hérodote, notamment, qui en parle, qui est un historien et un géographe du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est grec. Et lui, ce qu'il dit de Tartessos, il dit que les Tartésiens possédaient des doigts gravés sur des tables de bronze depuis 6000 ans. Donc, vous voyez que c'est pas 9000 comme Platon, mais c'est 6000. C'est quand même, c'est ce qui est quand même pas mal. Donc en fin de compte, ces Tartésiens, ils auraient leur histoire et des lois, en tout cas, leurs lois qui seraient gravées depuis 6000 ans sur des tables de bronze. Comme on l'a vu, vous vous rappelez que je vous ai montré des plaques d'écriture tartésienne sur des plaques de plomb. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a pu retrouver de l'écriture. Il y a les écritures sumériennes qui sont sur des tablettes d'argile. Les Égyptiens écrivent sur des papyrus, mais des gens qui écrivent leurs lois sur des tables de bronze, sur du métal, en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, ce qu'on pourrait trouver de plus proche, c'est les fameuses plaques de plomb ou d'autres métaux que l'on retrouve chez les Ibères. Alors, comme autre auteur sur Tartessos, on trouve, il y a Pline, il y a Ératosthène, il y a Avienus, il y a Pausanias, tout ça, ce sont des auteurs très connus de l'Antiquité. Il y a Strabon, Avienus, qui, eux, situent la ville où le fleuve Tartessos. Donc, pour eux, c'est un peu concomitant, c'est un peu la même chose. Le fleuve est pas loin de la ville, qui se situerait à l'embouchure actuelle du Guadalquivir. Ou en tout cas, en face d'où se trouve Gadès, Gadir, Gadira, c'est-à-dire la Cadix actuelle. Alors, je vous ai fait une petite carte à côté, que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez voir, je vous ai mis la configuration
qu'on peut voir en transparence. Aujourd'hui, vous voyez, tout ça, vous voyez que ce sont des terres au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le fameux lac, le lac donc qui existait, avec le Guadalquivir qui s'arrêtait, l'embouchure était ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, il va jusqu'à la côte. Vous voyez que maintenant, toute cette côte-là, à l'époque, c'était pas une île, tout ça. Enfin, du moins, maintenant, maintenant, à l'époque, c'était une île, mais maintenant, ça ne l'est plus. Tout ça, c'est relié ici aussi. Et donc, vous voyez que. Et ici, on retrouve le Guadalete, le deuxième fleuve. Donc, vous avez l'embouchure ici du Guadalquivir, avec le lac qui existait auparavant. Et ici, vous avez donc l'embouchure du Guadalete, hein, telle qu'elle existait auparavant, puisqu'elle allait jusqu'ici, et vous voyez qu'il va aujourd'hui jusqu'à Puerto de Santa Maria, ici. Vous voyez Cadix, donc par rapport aux auteurs antiques, vous voyez que ben, ça donne bien, quand on dit que Tartessos était encadré par un embouchure de deux fleuves, donc, vous voyez que vous avez les deux fleuves ici, et vous avez, qu'on disait que c'était en face Cadix, donc vous voyez que Tartessos, si elle a dû être sur cette île qui existait à l'époque, ça correspond exactement à la description. Alors, voilà un petit peu la configuration antique de Tartessos, dernier nom donné par les Phéniciens à la région ou à la ville et au fleuve donc de ce pays, et qui correspondrait globalement à peu près, en théorie, à l'Atlantique.